Bertrand Favier. Le troisième cours que je vais vous traiter traitera du développement du membre. Nous verrons tout d'abord le descriptif du développement du membre dans l'espèce humaine, donc aussi bien le bras que la jambe, donc les deux membres dans l'espèce humaine. Puis nous verrons la formation des axes, et là nous verrons donc des généralités sur la formation des membres de tous les tétrapodes, aussi bien l'homme que d'autres animaux. Une troisième partie, plus courte, verra la morphogénèse et l'évolution, enfin certains aspects de la morphogénèse et de l'évolution qui sous-tendent des points intéressants du développement du membre de l'homme. En avant-propos, des vues en photographie de microscope à balayage d'un embryon de poulet. Pourquoi l'embryon de poulet? Parce qu'il est très accessible à l'expérimentation. Il suffit d'incuber un œuf, d'ouvrir la coquille et on peut observer un embryon de poulet. Et il s'agit ici du membre supérieur, ou plutôt du membre antérieur du poulet, c'est-à-dire de son aile. Alors vous voyez des numéros de stade, stage en anglais, 19 à 24 et plus sur les diapositives d'après. Il s'agit en fait des stades dans un atlas du développement embryonnaire du poulet. Ne retenez pas ces numéros, ces stades sont là pour signer les durées de développement embryonnaire qui dépendent bien sûr de la température à laquelle l'œuf est incubé. Donc ne retenez pas ces numéros de stade. On est grosso modo entre 2 jours et 2 jours et demi d'incubation sur les 18-19 jours d'incubation d'un œuf de poule. Au stade 19, donc la première cartouche, vous voyez sur la gauche le flanc de l'embryon, sur la droite les sommites de l'embryon, donc son dos, et pointé par la flèche, un petit renflement qui commence à apparaître sur le flanc de l'embryon. La tête de l'embryon est en haut, la queue est en bas. Cette flèche pointe donc sur ce petit renflement qui apparaît donc au niveau des lames latérales, du début des lames latérales, et qui va signer le premier bourgeon de membre, ici du bourgeon de l'aile. Au fur et à mesure que les stades avancent, la croissance de l'embryon progresse, et nous voyons ce bourgeon du membre prendre peu à peu une certaine dimension. Au stade 24, tout en bas à droite, nous voyons que l'embryon, plutôt nous devinons que l'embryon a une forme qui est légèrement aplatie à son extrémité. C'est la future zone qui formera les doigts, ou la main si ça avait été un homme, mais là il s'agit d'un embryon de poulet, donc les doigts de cet embryon. Voici le développement qui se poursuit. Sur ces diapositives, nous voyons que dans les stages 25-26, la zone qui préfigure la zone des doigts devient de plus en plus large. Au stade 28, il devient évident qu'il y a 3 angles sur cette zone large. Il s'agit donc de la partie distale qui formera les doigts, et chez l'embryon de poulet, il y a 3 doigts, d'où les 3 reliefs que l'on voit sur cette zone un peu polygonale. Une deuxième chose que l'on observe, c'est une sorte de séparation entre la partie distale, qui est la future main, d'une zone plus médiane qui sera l'équivalent de l'avant-bras, et puis une zone encore plus proximale, l'équivalent du bras. Mais là encore, je donnerai les termes exacts, et parce qu'il s'agit d'un terme d'embryon de poulet, qui sont normalement les termes exacts, autopode, zygopode, stylopode, nous les reverrons dans un instant. Donc on voit donc apparaître au fur et à mesure que le développement se poursuit, une séparation de ces 3 segments du membre. Au stade 29, cela devient de plus en plus évident. Au stade 30, en fait, vous allez voir même apparaître des silhouettes des doigts, puisque vous devinez que entre les zones qui préfigurent les doigts, il y a des creux qui apparaissent, qui signent la première individualisation des doigts. Avec les stades 31 à 36, le développement du membre se termine. On voit ici que les doigts vont complètement s'individualiser, et cette individualisation résulte de 2 phénomènes, une croissance plus grande au niveau des futures zones des doigts, ce qui est montré par exemple par la petite flèche blanche au stade 34, au milieu à droite, et aussi par une mort cellulaire programmée qui va réduire les chairs entre les doigts. Enfin, on remarque effectivement qu'il s'agit ici d'un embryon de poulet, puisque dès le stade 33, là où sont les petites flèches blanches, on voit apparaître les ébauches des plumes. À propos des 3 termes que je vous avais donnés tout à l'heure, stylopode, zygopode et autopode, juste un petit rappel d'anatomie. Plutôt que de dire premier segment d'un membre, deuxième segment d'un membre ou zone de la main ou du pied, je vais utiliser ces termes qui déterminent à quel segment on a affaire, que ce soit un membre antérieur ou postérieur, quand on parle d'un animal tétrapode,
ou que ce soit le membre supérieur ou inférieur quand on parle de l'homme. Dans tous les cas, on y appellera ces segments le stylopode. Stylopode correspond donc chez l'homme par exemple soit à la jambe, soit au bras, donc au segment qui abrite le fémur ou l'humérus. Le zeugopode, alors zeugos en grec veut dire deux, ça peut aider pour retenir qu'il est à la fois le deuxième segment du membre et aussi parce qu'il abrite deux os qui sont radius ulna quand il s'agit de l'avant-bras ou tibia fibula quand il s'agit de la partie de la jambe. Et puis enfin, il y a l'autopode qui couvre soit le pied, soit la main, sous-entendu carpe et métacarpe et doigts, ou tarse et métatarse et les doigts de pied. Alors les termes basipode, métapode et acropode, ils sont mentionnés sur ce schéma. Je ne les utiliserai pas dans le cadre du cours, ne les retenez pas. Enfin, en ce qui concerne les noms des os du carpe ou du tarse, ne les retenez pas non plus, ils ne font pas l'objet de ce cours-là, vous les verrez en anatomie. Donc, la première partie du cours va consister à décrire le développement du membre dans l'espèce humaine. L'embryon de l'homme va être daté à partir du jour de la fécondation et le bourgeon du membre va commencer à apparaître à partir de la 4e semaine. En fait, exactement à 24 jours pour le membre supérieur et à 28 jours pour le membre inférieur, vont apparaître un petit renflement de l'ectoderme qui correspond à la première diapositive que l'on avait vue sur l'embryon de poulet. C'est l'apparition de la crête apicale ectodermique, crête apicale qui sera définie dans la partie ultérieure du cours. Donc, ce premier renflement d'ectoderme apparaît donc à 24 jours chez l'homme pour le bras de l'homme et à 28 jours pour le membre inférieur pour la jambe. À la 5e semaine, qui correspond au dessin numéro A sur cette diapositive, vous voyez que les bourgeons ont déjà commencé à grandir. Ces bourgeons ne sont pas tout à fait au même stade. On voit que le développement du membre supérieur est légèrement en avance sur le bourgeon du membre inférieur. Cet écart de croissance va se poursuivre pendant plusieurs semaines et ce n'est que dans les stades terminaux que l'écart sera comblé. Sinon, pendant toute la mise en place du développement du membre, il y aura toujours un écart entre le membre supérieur et le membre inférieur. Chez les autres animaux, il y aura toujours l'écart entre le membre antérieur et le membre postérieur de la même façon. À 5 semaines, ce qui correspond aux cartouches B de cette diapositive, on voit déjà individualiser l'autopode et le zeugopode. Cela est évident sur le niveau du bras, puisqu'on voit qu'il y a un rétrécissement entre ces deux zones. Cela se voit aussi au niveau du membre inférieur. On voit aussi, comme pour l'embryon de poulet, que la partie distale, le futur autopode, la future main, a un aspect polygonal. Alors, vous êtes obligé de me croire, mais elle a aussi un aspect plus aplati dans le sens perpendiculaire à la diapositive. Et c'est un polygone qui est légèrement aplati, alors que la partie du zeugopode est plus cylindrique. Cette partie polygonale présente 5 angles qui préfigurent les futurs doigts qui vont apparaître à ces endroits-là. À 6 semaines, stade qui n'est pas représenté sur cette diapositive, eh bien, la croissance du bourgeon du membre se poursuit. Le bourgeon du membre est donc toujours présent sur le côté latéral de l'embryon, un à droite, un à gauche. L'individualisation des doigts va se poursuivre et deviendra de plus en plus évidente. Et on dit généralement, pour fixer une date, qu'au 38e jour, les 3 segments stylopode, autopode et zeugopode sont parfaitement individualisés. Enfin, à 7 semaines et 8 semaines, qui correspondent aux cartouches C de cette diapositive, les membres sont parfaitement visibles. Ils ont une morphologie qui rappelle beaucoup plus la morphologie de l'enfant qui va naître. Et l'on voit aussi que la position des membres a changé. C'est-à-dire que les membres ne sont plus dans une position simplement latérale, mais ils ont tourné pour se retrouver dans une position plus parasagittale et avoir la morphologie que l'on connaît avec le coude dirigé vers le bas, le genou dirigé vers le haut. À 56 jours, à la fin de la 8e semaine, les mains se rejoignent sur le plan médian du ventre de l'embryon et les doigts peuvent se toucher. À l'intérieur du bourgeon du membre va se faire l'ossification, en fait, d'abord la présence de cartilages qui deviendront ensuite les os du membre du bourgeon. Donc à l'intérieur de ce bourgeon, on va voir des cellules qui vont se condenser
et former petit à petit un cartilage. Cette ébauche de cartilage, en fait, c'est simplement des cellules du mésenchyme du bourgeon qui deviennent de plus en plus denses et qui se mettent à sécréter des protéines de la matrice extracellulaire caractéristiques du cartilage, telles que le collagène 2 ou des protéoglycanes. Alors, ne retenez pas collagène 2 ou protéoglycanes, vous les verrez ou pas en cours de biologie cellulaire. Simplement, c'est le signe que des cellules du mésenchyme du bourgeon, donc celles qui sont au milieu du bourgeon, se condensent et se différencient petit à petit en cartilage. La première ébauche de cartilage à apparaître vers la 5e semaine dans le cartouche A, c'est celle du fémur ou de l'humérus si on était sur un membre antérieur. Puis on voit apparaître les ébauches du tibia et du péroné et la séquence se poursuit selon une progression proximo-distale, c'est-à-dire d'abord des ébauches du stylopode, puis les ébauches des os du zygopode, puis carpe ou métacarpe, etc. jusqu'à l'extrémité de l'acropode. En ce qui concerne les os de la ceinture, leur origine est un petit peu plus compliquée. On les voit apparaître grosso modo en même temps que le stylopode. Donc les os de la ceinture, il s'agit de pubis, ilion, puis ensuite l'ichion, ou de la scapula pour le membre antérieur de l'homme, supérieur de l'homme. Donc cette séquence est donc d'abord stylopode, puis le zygopode, puis l'autopode. Et on voit en C qu'à la 7e semaine, eh bien, les ébauches de tous les os sont pratiquement présentes. Et les dernières ébauches sont celles des dernières phalanges. Phalange, phalangine, phalangette, ce sont les phalangètes dont les ébauches apparaissent en dernier. Pendant que les cartilages apparaissent, ils vont aussi commencer à s'ossifier. Là encore, l'ossification va se faire progressivement selon un axe proximo-distal, d'abord le stylopode, puis le zygopode, puis l'autopode. Cela va se produire de la 7e à la 12e semaine, donc selon que l'on parle du stylopode ou de l'autopode. Selon que l'on parle du membre antérieur ou du membre postérieur, il y aura aussi un léger retard du membre postérieur. Et l'ossification va se faire donc de façon encondrale, c'est-à-dire que c'est au sein de ces ébauches cartilagineuses que vont apparaître des centres d'ossification primaires. Il n'y a pas une ossification encondrale pour tous les os, en particulier les os de la ceinture, comme par exemple la scapula, ne passe pas par un stade d'ébauche cartilagineuse, mais c'est directement le mésenchyme qui va arriver à un stade d'ossification. Mais en ce qui concerne les os du membre, proprement dit, donc dès qu'on parle du stylopode, zygopode, puis autopode, il y a d'abord présence de ces ébauches cartilagineuses, et de la 7e à la 12e semaine, l'ossification va commencer. D'abord par un centre d'ossification primaire. Alors il y a quelques exceptions à cette progression proximo-distale, à savoir que certains os du carpe ou du tarse ne commenceront à s'ossifier qu'après la naissance chez l'homme. Et une autre exception anecdotique, c'est que c'est les deuxièmes phalanges, donc phalange, phalangine, phalangette, ce sont les phalangines qui s'ossifieront, qui commenceront à s'ossifier en dernier. Cela est anecdotique, retenez simplement que de la 7e à la 12e semaine, la plupart des os longs du membre vont commencer à s'ossifier selon une progression proximo-distale. Le centre d'ossification primaire va s'étendre et va couvrir toute la diaphyse, c'est-à-dire la majeure partie du fût osseux de chaque os. Il y aura des centres d'ossification secondaires qui apparaîtront dans la ou dans les épiphyses aux extrémités de chaque os. On aura donc une ossification de l'épiphyse qui se fera avec un petit peu de retard. L'ossification va concerner la totalité du futur os qui va véritablement à ce moment-là devenir un os, mais il va persister du cartilage entre les zones de l'épiphyse et de la diaphyse. Ce cartilage s'appelle le cartilage de conjugaison. Autour du cartilage de conjugaison, il y aura des divisions cellulaires au sein du cartilage qui vont permettre la croissance. La croissance est plus forte au niveau de la diaphyse, l'os grandit plus le long du fût osseux que la diaphyse qui va grandir en taille mais peu en longueur. Donc la croissance sera plus forte en ce qui concerne le cartilage de conjugaison du côté de la diaphyse. C'est là que la multiplication des cellules sera la plus active. Elle sera beaucoup moins active du côté de l'épiphyse. Alors il y a une ou deux épiphyses selon les os du membre. Une autre chose à savoir en ce qui concerne l'ossification des membres de l'homme ou de tous les tétrapodes, c'est que c'est un phénomène donc extrêmement régulé dans le temps. C'est-à-dire qu'avec un atlas et une radiographie, on pourra déterminer l'âge d'un individu tant qu'il n'a pas fini sa croissance.
avec une radiographie parce que les rayons X sont arrêtés par les os et beaucoup moins par les cartilages, ce qui permettra de savoir quels os sont ossifiés et jusqu'à quel degré. Et un atlas nous permettra de dater l'âge d'un enfant, puisqu'en général, les êtres humains avant leur croissance s'appellent des enfants, et l'âge d'un enfant sera directement lisible sur une radiographie grâce à un atlas. Bien sûr, s'il y a des pathologies associées, du rachitisme ou des mauvaises nutritions, ce développement pourra être perturbé, mais en absence de ces grosses pathologies, vous pourrez compléter l'état civil qui pourrait être déficient avec une simple radiographie de la main et du pied d'un enfant. Tellement le développement osseux est bien régulé et calibré dans chaque espèce. C'est valable chez l'homme, c'est valable aussi chez d'autres espèces. Et on a pu établir des atlas qui permettent de dater des individus en croissance. Un membre, ce n'est pas seulement des os, il faut aussi des muscles et des tendons. Les muscles et les tendons qui vont avec vont provenir des myotomes. Alors les myotomes dérivent des somites. Les somites, comme vous le verrez dans un autre cours d'embryologie, ce sont des masses de mésoderme qui sont para-axiales de chaque côté de la corde. Ces masses de somites, qui sont présentes tout le long de l'axe antéro-postérieur d'un vertébré, sont segmentés, et seuls certains segments vont donner les muscles qui vont coloniser les bourgeons des membres, ceux qui sont à la même hauteur, bien sûr. Alors je ne vous demande pas de retenir quels sont les somites qui vont participer, lesquels ne participeront pas, mais là aussi c'est assez codifié, et c'est assez précis. À l'échelle des somites, de chaque somite se séparera en, grosso modo, un myotome et un dermatome. Il y a aussi l'autre partie sclérotome dont je ne parle pas. Et vous voyez sur cette diapositive que le myotome, c'est la partie, grosso modo, ventrale du somite. Du myotome des somites concernés, c'est-à-dire des somites qui sont à la hauteur des membres, vont essaimer des cellules qui vont coloniser les bourgeons du membre. Ces cellules vont constituer deux masses musculaires, une dorsale, une ventrale, c'est-à-dire plus dorsale par rapport à l'axe principal du mésenchyme, le mésenchyme étant cette zone qui était déjà présente dans le bourgeon du membre et qui commence en certains endroits à se condenser en cartilage. Du côté dorsal, une masse musculaire dorsale et du côté ventral, une deuxième masse musculaire qui est appelée ventrale. Les anatomistes aiment bien séparer ces deux masses-là parce que les muscles dorsaux, ceux qui proviennent de cette masse musculaire dorsale, auront comme fonction principale des extenseurs, aussi bien de la jambe que du bras, et aussi un rôle de supinateur pour le bras ou d'abducteur pour la jambe. A l'inverse, la masse musculaire ventrale donnera principalement les muscles fléchisseurs de la jambe ou du bras, et les muscles pronateurs du bras et les muscles adducteurs de la jambe. Cette disposition n'est pas si simple que ça, car il va y avoir une rotation des muscles et des membres entre la 6e et la 8e semaine. Ce qui va quelque peu compliquer la disposition des masses qui étaient originellement ventrales ou dorsales et qui va, avec d'autres mouvements, amener la disposition des muscles telle qu'on la connaît chez l'adulte. Cette rotation des membres a lieu donc entre la 6e et la 8e semaine. Sur le cartouche A, vous avez un embryon, grosso modo vers la 5e ou 6e semaine. Le membre est donc du côté latéral. Et je vous ai dit qu'après, les membres vont passer du côté parasagittal. Alors regardons ce qui se passe pour le membre inférieur, ce qui sera le plus simple pour l'instant à comprendre. On envoie la face palmaire, c'est-à-dire la paume du pied, dans la cartouche A. Le membre pousse grosso modo sur le côté latéral. Sur le cartouche B, c'est toujours à peu près cette même situation, mais on voit commencer à apparaître le genou, la pliure du genou. Or, la pliure du genou ne se trouve pas du côté dorsal de l'embryon. Elle va basculer quand le membre va commencer à tourner, et la pliure du genou va arriver du côté supérieur, du côté antérieur, pour avoir la position que l'on aurait sur un embryon qui serait normalement assis. Cette rotation se poursuit, de sorte que le genou maintenant est bien vers le haut, avec l'ouverture du genou vers le bas, et que les pieds, on va les voir sur l'autre côté quand on regarde l'embryon de face. Sur le cartouche B, vous voyez que les pouces sont toujours extérieurs, on voit toujours la face palmaire du pied, et quand la rotation est terminée, sur cette vue qui est en apparence vue du même angle, une vue ventrale,
on voit maintenant la face dorsale du pied qui a fini de tourner. En ce qui concerne le membre supérieur, là encore, dans le cartouche A, on voit le pouce en haut, on voit la paume de la main, et il y a une rotation du membre qui présente le coude pour que l'articulation du coude soit dirigée vers le bas, la position que l'on a normalement. À ce moment-là, les pouces vont être, là encore, du côté extérieur et avec la pliure du coude du côté inférieur. Et dans la cartouche C, on voit que l'embryon a toujours les coudes dirigés vers le bas, mais que les avant-bras se sont retournés et il nous présente maintenant la face dorsale de ses mains avec les pouces au niveau médial et au niveau central. Il y a donc une certaine différence entre la rotation du côté des membres inférieurs et du côté des membres supérieurs. Cette rotation, elle est effectivement dans le sens opposé, puisque l'articulation entre stylopode et zygopode, c'est-à-dire coude ou genou, elle va se retrouver du côté opposé, avec le coude vers le bas et les genoux vers le haut. Mais il y a quelque chose de plus compliqué au niveau de l'avant-bras, puisqu'il y a un mouvement de plus opposé en ce qui concerne le zygopode pour redresser la main. Nous allons voir dans la diapositive suivante pourquoi cette situation est si différente entre les deux membres. En fait, lorsqu'on s'intéresse à tous les vertébrés, principalement aux tétrapodes, on pense que nos membres dérivent d'un membre horizontal qui partait sur le côté de l'embryon. Ce qui est montré en A, un membre horizontal qui est purement hypothétique. On n'a pas d'animaux ou de fossiles qui étayent cette théorie. Mais le membre, c'est donc parfaitement horizontal et dans l'axe dorso-ventral du corps. En fait, ce que l'on a de façon évidente, c'est un membre transversal qui est présent chez les amphibiens et chez tous les reptiles, les ancêtres des mammifères. Donc, dans ce membre transversal, cela est particulièrement vrai sur la vue en coupe que vous voyez dans le cartouche B, on voit que les membres sont de chaque côté de l'embryon ou de l'adulte, avec une articulation qui est dirigée du côté dorsal. Le dorsal est en haut sur ce dessin d'un tétrapode. Donc on voyait l'articulation entre H l'humérus et R le radius, qui correspondrait à notre coude. Si vous voulez imaginer un animal qui se déplace de cette façon, imaginez ce que vous avez vu chaque fois que vous avez vu un crocodile dans un film animalier en train de se déplacer, ou un lézard. Vous avez ce style de locomotion. C'est la même chose pour une salamandre. Donc, un animal qui marche à quatre pattes avec les articulations du coude ou du genou qui sont dirigées du côté dorsal. Chez les mammifères, le membre devient parasagittal, ce qui permet une économie notable d'énergie pour se déplacer. Il va donc y avoir une rotation des membres qui sera nécessaire. Alors, le membre parasagittal, vous l'avez illustré dans le cartouche C, ça permet une station dressée beaucoup plus efficace. On peut bloquer les articulations du genou ou du coude pour économiser de l'énergie. Mais cela pose quelques petits problèmes de mécanique. Voyons au niveau du cartouche D l'explication. En A, vous avez un membre transversal classique. Quand on va avoir un membre que l'on va rapprocher du plan sagittal, donc un membre parasagittal, on va faire la rotation qui est marquée dans le cartouche D petit b. Et cette rotation se fait, c'est montré de façon évidente, c'est celle dont je vous ai parlé dans la diapositive précédente pour l'homme, de façon à ramener l'articulation du genou vers l'avant ou vers la partie supérieure chez l'homme, et l'articulation du coude vers l'arrière ou vers le bas chez l'homme. Tout serait parfait, sauf que pour la locomotion d'un tétrapode, avoir les mains disposées comme ceci n'est pas pratique. Donc l'évolution va sélectionner un autre mouvement qui va être ce qu'on appelle le croisement des os du zygopode au niveau antérieur, qu'on appelle la pronation. Ce croisement permet de remettre la main ou l'autopode du membre antérieur dans une position similaire à celle du pied. C'est la position normale qu'ont par exemple un animal qui se déplace à quatre pattes comme un chat ou une vache. L'homme a gardé une possibilité de décroiser ce zygopode, ce qu'on appelle le mouvement de supination. À ce moment-là, quand on fait ce mouvement de supination, nos avant-bras tournent et la paume de la main retourne face à la partie redevient supérieure. Alors que quand on est en position de pronation, la paume de la main est dirigée vers le bas quand on parle de l'homme. Donc ce mouvement pronation-supination, nous, humains, nous sommes capables de le faire. Tous les mammifères ne sont pas capables de le faire. Et dans le développement embryonnaire que l'on a vu à la diapositive précédente,
l'embryon était d'abord en supination et le mouvement de pronation se fait durant le développement embryonnaire pour qu'il ait une position de repos qui soit la position avec paume vers le bas. Abordons maintenant le développement des articulations, c'est-à-dire ce qui se passe entre deux os. On a vu que le mésenchyme qui constitue le bourgeon du membre se condense en certains endroits en futurs cartilages. Entre les futures zones de chaque cartilage, ce mésenchyme va développer ce qu'on appelle une interzone ou future zone intercalaire qui va devenir un tissu fibroélastique un petit peu différent. Ce tissu fibroélastique va très vite se scinder en 3 zones. 2 zones de cartilage articulaire, donc qui vont rester en continuité avec le cartilage de chaque ébauche, et une zone centrale, donc, où le tissu fibroélastique va devenir de plus en plus dense en tant que tissu conjonctif, puis se creuser de cavités. Une fois ces cavités mises ensemble, elles donneront la cavité synoviale. Le reste du tissu conjonctif dense va donner d'une part des structures intra-articulaires qui sont les ménisques et les ligaments intra-articulaires. Ce n'est pas valable pour toutes les articulations, mais l'articulation la plus illustrative, c'est celle qu'il y a entre le fémur et le tibia, de ce point de vue-là, où là, il y a des ménisques et des ligaments intra-articulaires. Cela donnera aussi, cette zone conjonctive centrale, va donner aussi le tissu synovial, qui est juste la petite enveloppe de la cavité synoviale. Mais attention, ce tissu synovial va être doublé d'une beaucoup plus épaisse capsule articulaire, qui, elle, cette capsule articulaire, dérive du mésenchyme qui était autour des interzones. Donc qui ne dérive pas des premières ébauches de cartilage ni de ces zones intermédiaires, mais qui dérive du mésenchyme qui était juste autour de ces zones-là. Et c'est lui qui va donner la capsule articulaire qui correspond à la majeure partie de l'épaisseur d'une articulation. Donc il y aura juste, doublant cette capsule articulaire à l'intérieur, un léger tissu synovial qui enveloppe la cavité synoviale. Après cette partie descriptive centrée principalement sur le développement embryonnaire de l'homme, je vais maintenant parler de la formation des axes dans le membre. Et nous verrons au cours de cet exposé comment se décide la croissance et l'orientation du bourgeon du membre jusqu'à ce qu'on arrive à avoir des doigts qui soient bien individualisés. Tout d'abord, prenons nos points de repère. Sur le schéma de gauche, vous avez la tête de l'embryon qui est en haut du dessin et le bas de l'embryon, ou la partie caudale sur un embryon tétrapode, qui est en bas. Imaginons que nous avons une vue dorsale, que l'embryon nous tourne le dos. On a donc, sur le bourgeon du membre, déjà 2 axes. Un axe antéro-postérieur, si on imagine qu'il s'agit d'un développement pour l'homme d'un membre supérieur, le côté antérieur est le futur côté du pouce, et le côté postérieur de l'auriculaire. Nous avons un côté dorso-ventral qui correspond d'abord au côté dorsal de l'embryon et au côté ventral de l'embryon, mais au fur et à mesure que le bourgeon grandit, le bout de ce bourgeon correspond à la main, et on aura le côté dorsal de la main qui correspond au côté dorsal de l'embryon, et le côté palmaire de la main qui correspond au côté ventral de l'embryon, en absence de toute rotation dont je vous ai parlé auparavant. Donc, tant que le bourgeon grandit, on parle d'axe dorso-ventral au tout début, puis d'axe dorso-palmaire quand on parlera de la main qui pourra éventuellement s'être réorienté dans l'espace. Le troisième axe, eh bien, ce sera l'axe proximo-distal. Le côté proximal, c'est la partie du bourgeon qui est la plus proche du tronc, et le côté distal, celle qui correspond à l'extrémité. Au sein de ce bourgeon du membre, lorsqu'il commence à se mettre en place, on va distinguer plusieurs zones qui vous sont montrées dans la partie droite du dessin. Nous avons les différentes zones du bourgeon du membre qui vont nous intéresser dans l'exposé. En bleu, des dérivés ectodermiques. En rouge, des dérivés mésodermiques. Donc l'ectoderme qui enveloppe l'embryon enveloppe aussi le bourgeon du membre et il va présenter une zone renflée, épaissie, qu'on appelle la crête apicale ectodermique. Cette crête apicale ectodermique correspond à l'apex, à la pointe du bourgeon, est présente en arc de cercle le long de l'axe
antéro-postérieure. C'est-à-dire que sur ce schéma qui est une vue en coupe, on voit donc la crête apicale ectodermique former un arc de cercle parce que l'on passe par le milieu du bourgeon du membre. Si on était plus dorsal ou plus ventral, on ne verrait pas cette crête apicale ectodermique qui est juste une crête, comme son nom l'indique, orientée selon l'axe antéro-postérieur. Sous la crête apicale ectodermique, il y a des dérivés du mésoderme qu'on appelle, dans le bourgeon du membre, du mésenchyme, pour montrer que c'est un tissu d'origine mésodermique qui commence à se différencier. C'est au sein de ce mésenchyme que se formeront un petit peu plus tard les ébauches cartilagineuses. Pour l'instant, le bourgeon du membre est montré en simple croissance et j'ai simulé les divisions par des petits points rouges. C'est-à-dire que la division des cellules est beaucoup plus active sous la crête apicale ectodermique que dans la région proximale. Cette zone où les divisions cellulaires sont beaucoup plus présentes s'appelle zone de progression et l'acronyme c'est Progress Zone, c'est PZ, parce que j'utilisais l'acronyme anglais. Dans le mésenchyme du bourgeon du membre, il y a une deuxième zone très particulière qui est la zone d'activité polarisante. Là encore, j'ai mis ZPA à cause de l'acronyme anglais qui est plus souvent rencontré dans toute la littérature. Donc cette zone d'activité polarisante, c'est une zone particulière du mésenchyme, du bourgeon du membre, qui se trouve en région postérieure et qui a des particularités que nous verrons dans quelques diapositives. Tout d'abord, le rôle de la crête apicale ectodermique. Ce que je vais vous présenter sont des expériences qui ont été faites sur des embryons de poulet à cause de la facile accessibilité de cet embryon à l'expérimentation. Elles ont été confirmées par des expériences sur quelques mammifères, principalement de la souris, mais vous devinez que c'est beaucoup plus difficile à faire ce genre d'expérience sur un embryon de mammifère qui se trouve in utero, avec des techniques de culture organotypique. Néanmoins, cela a pu être confirmé pour les mammifères. Donc, sur le poulet, nous allons vous montrer des expériences qui ont été faites sur des embryons au stade 18, 19, 20, 21. Ne retenez toujours pas les numéros, c'est grosso modo les mêmes stades que ceux que je vous ai présentés au début du cours. À ce stade-là, le bourgeon du membre vient juste de commencer à apparaître, c'est-à-dire en fait, la crête apicale ectodermique vient de commencer à apparaître. Et puis la zone de progression joue son rôle, c'est-à-dire que le mésoderme qui est en dessous se transforme en mésenchyme, se multiplie de plus en plus activement et le bourgeon du membre grandit. L'expérience consiste à amputer le bourgeon du membre de la crête apicale ectodermique. On peut le faire très tôt, au stade 18, ou un peu plus tard, au stade 21, donc grosso modo entre 2 jours et 2 jours et demi d'incubation. Si on note la crête apicale ectodermique très tôt, on s'aperçoit que le membre qui va résulter à l'éclosion du poussin sera tronqué et on verra un début de stylopode. Si on découpe la crête apicale ectodermique plus tard, on verra le stylopode complet et une ébauche de zygopode, voire le zygopode complet, voire stylopode zygopode complet et seul l'autopode sera tronqué. Il semble donc que pendant que le bourgeon du membre grandit, c'est d'abord le stylopode qui est mis en place, puis le zygopode, puis l'autopode. C'est-à-dire qu'il y a une progression là aussi proximo-distale qui se fait. Au fur et à mesure que les cellules se divisent dans cette zone de progression, elles se différencient. Mais seules celles qui sont plus dans la zone de progression se différencient. Donc, le bourgeon du membre est très court. Toutes les cellules se divisent. Au fur et à mesure que des cellules se divisent, certaines, par le hasard, restent sous la crête apicale ectodermique et sous son influence, elles continueront à se diviser. D'autres, par le fait du hasard des divisions, se retrouvent peu à peu plus éloignées de la crête apicale ectodermique et se retrouvent du côté proximal de cette zone. De ce côté proximal, eh bien, on va d'abord mettre en place le stylopode, c'est-à-dire que les cellules vont être induites à devenir d'abord le stylopode. Si à ce moment-là, on note la crête apicale ectodermique, la situation restera à ce stade-là, il n'y aura qu'une ébauche de stylopode et pas de zygopode. Si on laisse la crête apicale ectodermique jouer son rôle plus longtemps, la zone de progression continue de se diviser, par exemple dans les stades 19 ou 20, et on aura d'autres cellules qui seront laissées aussi pour compte le long de l'axe proximo-distal et qui pourront commencer à mettre en place le zygopode, puis la partie plus lointaine du zygopode et enfin l'autopode. Donc le modèle est donc que la crête apicale ectodermique, c'est elle qui favorise cette zone de division, cette zone de progression,
Et c'est cette zone de progression qui met en place progressivement les structures du bourgeon du membre. C'est à peu près la même chose que si vous imaginez un méristème apical sur une plante qui est en train de grandir. Au fur et à mesure que ce méristème, les cellules s'y divisent, eh bien il met en place un tronc, puis des rameaux, puis des feuilles, etc. Donc là, de la même façon, on a sous l'influence de la crête apicale ectodermique une zone de progression où les cellules se divisent, et au fur et à mesure que des cellules sont laissées derrière cette zone de progression, elles mettent en place d'abord le stylopode, puis le zygopode, puis l'autopode. On sait maintenant qu'au niveau de la crête apicale ectodermique, sont sécrétés des facteurs de croissance qui sont responsables de cet état de fait, c'est-à-dire de la division de la zone de progression. Ces facteurs de croissance sont principalement FGF4, FGF8 et aussi FGF2. Ne retenez pas les numéros, retenez simplement que ce sont des facteurs de croissance de la famille des FGF pour Fibroblast Growth Factor, facteur de croissance des fibroblastes, donc FGF. Mais ne retenez pas les numéros. En ce qui concerne maintenant la zone d'activité polarisante, alors nous allons rester un petit moment sur cette diapositive. Elle explique une expérience très classique de biologie expérimentale qu'on appelle la duplication en miroir de l'autopode. Il s'agit d'expériences qui sont faites sur un embryon de poulet. Alors, en haut au centre, la structure normale de l'aile d'un poulet avec son numérus, radius ulna, et les 3 doigts que j'ai nommés arbitrairement 2, 3, 4, comme le font les autres embryologistes. L'expérience 1 consiste à prélever une partie du mésenchyme du bourgeon du membre, à un stade entre 2 et 3 jours, donc un peu plus tardivement, on est plutôt entre 2,5 et 3 jours. Sur ce bourgeon de membre, on prélève la zone d'activité polarisante, en fait on prélève la zone postérieure du mésenchyme du bourgeon du membre. Cette zone postérieure est greffée de façon ectopique, c'est-à-dire dans un autre endroit, sur un embryon receveur de même stade, donc un embryon de même stade, un bourgeon de membre, sur lequel on va le greffer en région antérieure. Cette greffe de la zone postérieure en région antérieure va donner l'image qui vous est montrée en bas, un membre qui est presque normal au niveau stylopode-zygopode, mais qui au niveau de l'autopode va présenter des malformations, un petit peu au niveau du carpe, on ne les voit pas, et surtout au niveau des doigts, avec un patron. Vous voyez que les doigts sont, d'après leur morphologie, des doigts 4, puis 3, puis 2, puis encore 3 et 4. Donc on a une duplication dite en miroir. Alors selon l'intensité, la taille du morceau qui a été greffé, selon le stade où on intervient, la duplication est plus ou moins complète. Des fois, on a même les 2 doigts numéro 2. Donc 4, 3, 2, 2, 3, 4, et non pas un seul doigt 2 comme sur le dessin. Mais le résultat est toujours du même ordre, c'est duplication en miroir de l'autopode. Une autre expérience classique qui peut aussi être programmée dans des exercices de travaux pratiques de niveau avancé, peut être faite, qui consiste à couper, sectionner le bourgeon du membre, le faire tourner de 180 degrés pour le greffer, donc côté postérieur du côté antérieur. On refixe le bourgeon du membre avec des aiguilles de platine, un métal inerte, et on obtient le même résultat. Dans les deux cas, ces expériences ont été interprétées par l'existence d'une zone d'activité polarisante. Juste étymologiquement, cette zone de mésenchyme a une activité que l'on disait polarisante, celle qui polarise l'autopode, qui est responsable dans l'embryon normal du fait qu'on a des doigts 2 en région antérieure et des doigts de forme 4 en région postérieure. Et quand on en met un deuxième centre d'activité polarisante en région antérieure, eh bien on a cette duplication. Alors, l'expérience 1, on a greffé une deuxième ZPA sur le bourgeon du membre. L'expérience 2, si le trait de coupure du coup de ciseau passe au milieu de la ZPA normale, quand on tourne le moignon avant de le regreffer, eh bien on a de l'activité polarisante des deux côtés, antérieur et postérieur. Donc même interprétation. Bien sûr, au-delà de cette expérience, il s'agit de savoir pourquoi cela marche ainsi. On a pensé qu'il y avait dans la zone d'activité polarisante un morphogène. Donc morphogène, une substance qui est responsable de la morphogénèse, ici des doigts, et qui agit selon un gradient de concentration. Donc la même chose que bicoïdes et nanos, qui eux sont des vrais morphogènes dans l'embryon de drosophile. Mais ici, on a cherché longtemps quel était le morphogène qui pouvait être responsable. On a pensé le trouver en étudiant l'acide rétinoïque. Alors, pourquoi l'acide rétinoïque? Parce que c'est le métabolite actif de la vitamine A. Et que l'on sait depuis très longtemps que la vitamine A,
en très forte quantité, très forte quantité, devient tératogène chez tous les mammifères, et que si on arrive, et c'est très difficile, à carencer une femelle de mammifère en vitamine A, elle a aussi des embryons qui sont mal formés. Donc il n'était pas surprenant que l'on étudie la vitamine A dans le contexte de cette expérience. Et effectivement, on s'est aperçu de la chose suivante, c'est l'expérience numéro 3, que si on greffe une bille poreuse, de toute petite taille, bien sûr, on est inférieur au millimètre, qui a été trempée dans une solution saturée en acide rétinoïque, si on greffe cette petite bille en région antérieure, là où on aurait pu greffer une ZPA, on greffe une bille d'acide rétinoïque, on obtient le même résultat que l'expérience numéro 1, c'est-à-dire une duplication au miroir de l'autopode. On a donc pensé qu'on avait là le principe actif de la ZPA, de l'activité polarisante, et que ce principe actif, l'acide rétinoïque, agissait selon un morphogène. Explication de ce que l'on entend par « agit comme un morphogène ». Voyons ce qui est dessiné en rouge en haut à gauche. On pensait que l'on aurait un gradient de concentration selon l'axe antéro-postérieur du bourgeon du membre. C'est-à-dire que du côté postérieur, du côté de la ZPA, il y aurait, c'est du conditionnel, beaucoup d'acide rétinoïque, et que du côté antérieur du bourgeon du membre, il y aurait peu d'acide rétinoïque. Puis ensuite, le mésenchyme du bourgeon du membre interpréterait, ça fait beaucoup de conditionnels, cette concentration d'acide rétinoïque pour faire du côté postérieur un doigt qui aurait la forme d'un doigt 4 avec seulement 2 phalanges, enfin un métacarpe et une phalange chez les oiseaux. Une concentration intermédiaire dicterait que l'on fasse un doigt 3 et une concentration faible, un doigt 2. En ce qui concerne les situations expérimentales des expériences 1, 2 et 3, eh bien, en greffant une bille d'acide rétinoïque ou en greffant une ZPA de façon ectopique en région antérieure, on créerait un deuxième gradient d'acide rétinoïque, c'est toujours du conditionnel, et on aurait un profil de concentration qui aurait un profil en U, avec une forte concentration aux extrémités antérieures et postérieures, des doigts 4, et des concentrations faibles uniquement au milieu, là où il y aura le doigt 2. Donc ça, c'est une hypothèse parce que il se pose 2 problèmes. Le premier problème, c'est que on n'a jamais réussi à mettre en évidence d'acide rétinoïque en concentration plus forte du côté de la ZPA, du côté postérieur, que du côté antérieur du bourgeon du membre. D'accord, un bourgeon de membre est extrêmement petit, même sur un poulet, c'est très petit. Mais on a des techniques d'analyse très fines en HPLC qui nous permettraient de le détecter s'il devait y en avoir un petit peu plus. Il y a eu un échec de ce point de vue-là. On n'a pas réussi à détecter de concentration d'acide rétinoïque. Ensuite, la deuxième chose, il faudrait savoir comment est interprété ce gradient d'acide rétinoïque et surtout comment l'acide rétinoïque pourrait être produit d'un côté et détruit de l'autre pour qu'on ait en état stationnaire un gradient de concentration. On n'a pas ces mécanismes-là, on ne les connaît pas. Et en cherchant à expliquer, toujours à comprendre comment pouvait agir l'acide rétinoïque, les chercheurs sont tombés sur un gène qu'on appelle sonic hedgehog. Sonic hedgehog, c'est un homologue du gène hedgehog qui veut dire hérisson, qui est un gène de drosophile, et il a 3 homologues chez les mammifères, et chez les oiseaux, et chez tous les tétrapodes. L'homologue sonic hedgehog est un gène extrêmement important en embryologie. Je vous en parle à ce moment-là, mais sachez que si vous continuez à étudier l'embryologie, vous en entendrez parler dans beaucoup de systèmes et à différents stades du développement des embryons, que ce soit des embryons de poulet ou des embryons de l'homme. Dans le bourgeon du membre, on s'est aperçu que le gène sonic hedgehog était exprimé dans le mésenchyme uniquement dans cette région postérieure qui s'appelle la ZPA. Il restait donc à prouver que c'était bien là le principe actif de la zone, de l'activité polarisante de cette zone-là. Et cela a été fait en greffant de façon ectopique des cellules qui ont été manipulées génétiquement pour surexprimer sonic hedgehog. Sonic hedgehog est un facteur de croissance. Donc ce gène code pour un peptide qui sera sécrété à l'extérieur des cellules et qui va jouer son rôle de signalisation comme un facteur de croissance. Donc quand on greffe des cellules qui expriment sonic hedgehog de façon ectopique, on les greffe en région antérieure, eh bien on obtient encore une duplication au miroir de l'autopode. Si on prend des billes imprégnées de la protéine sonic hedgehog et qu'on les greffe aussi, on obtient le même résultat, une duplication au miroir de l'autopode. Donc là, on a quelque chose qui est vraiment endogène, quelque chose qui est réellement exprimé par
la zone d'activité polarisante et qui joue le même rôle qu'elle quand on la greffe de façon ectopique. C'est-à-dire que greffer une zone d'activité polarisante de façon ectopique ou greffer des billes qui contiennent simplement du sonic hedgehog, on a le même effet. Est-ce que ça fait pour autant un sonic hedgehog amorphogène? Il resterait à comprendre si effectivement sonic hedgehog agit selon un gradient de concentration. Et là, malheureusement, on achoppe, puisque l'acide rétinoïque, c'était une substance qui était soluble un petit peu dans l'eau et très bien dans les lipides, donc elle pouvait traverser les cellules. Sonic hedgehog, c'est une protéine, elle n'est pas liposoluble, donc elle est sécrétée à l'extérieur des cellules, mais son pouvoir, son rayon d'action va s'arrêter à quelques cellules de là, elle va diffuser dans l'espace intercellulaire. On sait maintenant que ça va à quelques cellules de distance, mais pas plus. Donc le relais est pris par les cellules qui reçoivent à leur surface du sonic hedgehog, qu'ils traduisent en un signal intracellulaire qui se met à sécréter d'autres facteurs de croissance et qui vont signaler quelque chose aux cellules voisines, etc. Donc sonic hedgehog, c'est le principe actif de la zone d'activité polarisante, mais il n'agit pas comme un morphogène. Il ne forme pas un joli gradient homogène entre la région postérieure et antérieure. Il agit comme facteur de croissance en stimulant les cellules qui sont aux alentours. Comment ces cellules aux alentours prennent le relais pour signaler aux cellules qui sont après, ça c'est l'objet de recherche actuellement. On a de nombreuses pistes au niveau des gènes de la famille des BMP ou des gènes de la famille des Wnt, mais ne le retenez pas, ça c'est l'objet de recherche actuellement. Nous allons maintenant nous intéresser à pourquoi est-ce qu'il y a 2 bras et 2 jambes chez l'homme. Pourquoi est-ce que tous les tétrapodes n'ont que 4 membres? La question corollaire, c'est à quelle hauteur, selon l'axe antéro-postérieur, se forment ces 2 crêtes apicales ectodermiques, enfin 2 à droite et 2 à gauche, qui vont mettre en place les bourgeons des membres. On s'est aperçu que les crêtes apicales ectodermiques se formaient à cause de l'action du mésoderme des lames latérales qui était juste en dessous. En fait, on a à certains niveaux de l'axe antéro-postérieur le mésoderme qui possède une activité qui permet d'induire la formation de crêtes apicales ectodermiques. L'expérience qui est montrée à gauche montre que on peut soit greffer le mésoderme de la future zone de l'aile de façon ectopique quelque part, ou mimer leur action par une simple bille imprégnée du facteur de croissance FGF8. L'explication est donc que le mésoderme va sécréter du FGF8 à cet endroit-là et va induire l'ectoderme qui est au-dessus à devenir une crête apicale ectodermique. Si on greffe en région intermédiaire, par exemple entre l'ébauche de la patte et l'ébauche de l'aile, une bille imprégnée de FGF8 ou du mésoderme des lames latérales qui provient des 2 régions normalement qui donnent des membres, on obtient un 3e membre de ce côté-là. Selon que l'on va greffer cette bille ou ce bourgeon de membre plus près de l'aile ou plus près de la patte, le 3e membre qui va se développer aura une morphologie d'aile ou une morphologie de patte. Reprenons l'expression de FGF8. FGF8 est d'abord exprimé dans le mésoderme des lames latérales, aux futurs endroits où il y aura des ailes et des pattes ou un bras et une jambe chez l'embryon de l'homme. Et là, il s'agit d'un embryon de poulet qui est montré en photo. Sur la photographie de gauche, sur un embryon de poulet avant ces stades où le bourgeon du membre apparaît, on voit l'expression de FGF8 sous la forme d'une zone colorée en bleu. C'est dû à la méthode de mise en révélation des ARN messagers pour ce gène. Donc FGF8 s'exprime dans le mésoderme, au niveau des lames latérales. On a un agrandissement avec des couleurs qui sont déformées dans la cartouche du centre. Et sur un embryon qui est un stade un peu plus tardif, où on voit que le bourgeon du membre a déjà commencé à grandir, eh bien, on voit qu'il n'y a plus dans le mésoderme d'expression de FGF8. En fait, le mésoderme des lames latérales s'est divisé et s'est mis dans le bourgeon du membre sous l'influence de la crête apicale ectodermique. Et cette crête apicale ectodermique exprime non seulement FGF4, FGF2, ce que je vous avais dit, et aussi FGF8. Et on voit ici l'expression de FGF8 dans cette crête apicale ectodermique. Il y a donc en quelque sorte un relais qui est fait entre tout d'abord le mésoderme des lames latérales qui exprime FGF8. Sous l'action de celui-ci, on a formation de la crête apicale ectodermique. Puis la crête apicale ectodermique sécrète à son tour du FGF8 et puis d'autres FGF pour favoriser la croissance de la zone de progression. Il nous reste un dernier axe
à déterminer. C'est l'axe dorsoventral. Donc ici, nous avons un dessin d'embryon qui est vu en coupe transversale, avec le dos en haut du schéma et le ventre en bas du schéma. Nous avons donc une coupe transversale et nous voyons ici le centre de l'embryon, le côté du tronc à gauche, et le futur côté distal du bourgeon du membre sur la droite. Dans la première cartouche, on a simplement donc des FGF, principalement FGF8 et puis un autre aussi, qui sont sécrétés par ce mésoderme des lames latérales. Sous l'action de ce mésoderme des lames latérales, l'ectoderme va former la crête apicale ectodermique, qui prend la forme d'un croissant orienté selon l'axe antéro-postérieur. Donc comme là nous sommes dans une coupe transversale, nous n'en voyons qu'une section de cette crête apicale ectodermique, donc pas un arc de cercle, mais juste un rond. Cette crête apicale ectodermique prend le relais, sécrète des FGF8, FGF4, FGF2, d'autres FGF, et va permettre la mise en place de cette zone de progression faite de cellules du mésoderme des lames latérales. Donc une première parenthèse que je dois faire ici, c'est que les cellules qui vont constituer le mésenchyme du bourgeon du membre proviennent des lames latérales. Et ces cellules vont donner tous les os du membre. C'est un petit peu après que des cellules qui viennent non pas des lames latérales, mais des somites, et plus principalement du myotome des somites, va coloniser ce bourgeon et donnera les muscles dorsaux, les muscles ventraux et les tendons qui vont avec. Le problème de cette diapositive, une fois qu'on a fait ce bref état des lieux, c'est de vous montrer comment on va déterminer dans le bourgeon du membre la zone dorsale de la zone ventrale. Donc comment va se mettre en place la polarité dorso-ventrale de ce bourgeon du membre. La première étape se fait dans le cartouche du milieu, où on va avoir l'expression d'un facteur de transcription qui s'appelle NGRAILD 1. NGRAILD, comme celui que nous avons vu sur la drosophile lorsque nous avons parlé de l'axe antéro-postérieur. Il s'agit de l'homologue de NGRAILD, de son homologue numéro 1, donc qui s'appelle EN1. C'est un gène qui code pour une protéine qui est un facteur de transcription, donc une protéine qui va aller dans les noyaux et réguler d'autres gènes. Et NGRAIL1 est exprimé par l'ectoderme, principalement au niveau ventral. Mais la frontière n'est pas spécialement nette entre qu'est-ce qu'on appelle ventral ou dorsal. Les cellules qui expriment NGRAIL1 sont dans l'incapacité, à cause de la répression qui est faite par NGRAIL1, d'exprimer un autre gène qui s'appelle WNT7A. WNT, ça vient de wingless, l'homologue du gène, donc WNT7A, c'est un homologue du gène wingless de la drosophile que nous avons rencontré dans les mêmes circonstances qu'NGRAILD. WNT7A va être, à un moment donné, activé lui aussi dans l'ectoderme, mais il ne sera activé que dans l'ectoderme dorsal, parce que au niveau ventral, les cellules qui expriment déjà NGRAIL1 ne peuvent pas exprimer WNT7A. Réciproquement, il y a un autre mécanisme qui fait que des cellules qui expriment WNT7A ne peuvent pas exprimer le gène NGRAIL1. Ce mécanisme n'est pas aussi direct, mais il existe aussi. Donc, nous allons avoir progressivement une régionalisation qui va se faire avec des zones qui expriment WNT7A et une zone qui exprime NGRAIL1. La frontière entre les deux, que j'ai crayonnée en brun, va se mettre à exprimer des gènes qui sont spécialisés pour faire des frontières, et on va avoir à la fin une frontière très nette entre une zone qui exprime NGRAIL1 qui deviendra la zone ventrale et la zone dorsale de l'ectoderme qui exprimera WNT7A. On retrouve donc ici deux protagonistes qu'on avait vus chez la drosophile. C'est-à-dire que chez la drosophile, wingless et NGRAIL1 étaient des gènes de polarité de segments et qui permettaient de mettre en place des frontières très nettes entre les parasegments de la drosophile. Et on avait chaque cellule qui exprimait à la frontière soit wingless, soit NGRAILD, rien d'intermédiaire, et on avait une frontière nette qui était finalement établie. Eh bien, vous avez l'illustration ici du caractère bricolage de l'évolution. La nature ou l'évolution a réutilisé des gènes homologues, légèrement transformés, et non seulement ces deux gènes, mais toutes les boucles de régulation qui vont avec, pour mettre en place, dans l'ectoderme du bourgeon du membre, une frontière entre la zone ventrale et la zone dorsale. Et il y aura des gènes spécialisés dans cette frontière qui vont s'exprimer au niveau de la crête pour bien déterminer cette frontière, le mécanisme, et certains de ces gènes sont même en commun avec la cascade correspondante de la drosophile. On obtient donc un bourgeon du membre dont l'ectoderme, et pour l'instant que l'ectoderme,
et régionalisé selon un axe dorso-ventral. Sous l'action de Win-Theta, on sait que le mésenchyme qui est en dessous va se mettre à exprimer le gène LMX1. C'est un des gènes, c'est le plus connu, c'est le premier qu'on a découvert, qui est un marqueur du mésoderme ou du mésenchyme dorsal du bourgeon du membre. On rencontre donc l'expression de LMX1 uniquement du côté dorsal dans le mésenchyme, mais pas du côté ventral. Pourquoi? Parce que Win-Theta, qui est un facteur sécrété, active dans les cellules qui sont sous-jacentes dans le bourgeon l'expression du gène LMX1, LMX1 qui est un gène facteur de transcription, et il y a d'autres mécanismes qui font que, en dessous de l'ectoderme ventral, qui exprime NGREL1, eh bien, il n'y a pas expression de LMX1. LMX1 sera réprimé de façon constitutive dans le mésoderme ventral. Alors, il y a LMX1, puis il y aura ensuite d'autres gènes qui feront qu'on aura du côté dorsal, eh bien, principalement des muscles extenseurs, et du côté ventral, principalement des muscles fléchisseurs, et que la morphologie des zones sera différente entre le côté dorsal et ventral. On a comme preuve expérimentale assez illustrative de cet état de choses des souris dans lesquelles on a inactivé le gène Win-Theta. Sur ces souris dont le gène Win-Theta a été inactivé, les bourgeons du membre se développent normalement, des pattes vont se développer, mais elles n'auront pas de structure dorsale. On va donc rencontrer dans les bourgeons, dans les membres de ces souris-là, des muscles uniquement ayant une morphologie de muscles fléchisseurs, aussi bien du côté normal ventral que du côté dorsal. Donc absence de structure extenseur. Sur ces souris qui sont donc privées du gène Win-Theta, dans lequel on a détruit le gène Win-Theta, on va voir aussi des coussinets plantaires des deux côtés de la patte. Les coussinets plantaires sont normalement des structures de type ventral. On en verra des deux côtés. Preuve que Win-Theta est bien un déterminant nécessaire pour mettre en place des structures dorsales. Sur les souris dont le gène NGREL1 a été inactivé, c'est l'exemple opposé, eh bien on ne verra que des structures de type dorsal. Elles ont perdu leur déterminant ventral qui était nécessaire. Le bourgeon du membre va se développer, des pattes vont devenir, mais les muscles à l'intérieur seront uniquement des muscles de type extenseur. Et on verra même les griffes, qui normalement ne sont présentes que du côté dorsal, eh bien on les verra avoir leur base faire le tour du doigt, ce qui signifie qu'il n'y a plus de structure ventrale, il n'y aura plus de coussinets plantaires. Donc uniquement des structures de type dorsal sur ces bourgeons de membres de souris dont le gène NGREL1 a été inactivé. Donc NGREL1, c'est bien un déterminant nécessaire pour mettre en place des structures ventrales dans le bourgeon du membre. Troisième partie du cours, nous allons parler de quelques mécanismes de morphogénèse et faire des généralités sur l'évolution de la morphologie du membre. La morphogénèse, j'entends par là des mécanismes qui vont permettre, à partir de la formation des axes dans le bourgeon du membre, qui sont des mécanismes en commun à la souris, à l'homme et au poulet, à arriver à la morphologie qui est propre à chaque espèce. Le premier exemple de mécanisme morphogénétique dont je vais vous parler est l'apoptose. En fait, ce n'est pas tout à fait le premier, puisque je vous ai parlé, par exemple, qu'il y avait des bourgeons, dans les bourgeons de membres, se formaient des os à partir de cartilage. Le fait qu'il y ait des cellules du mésenchyme qui se condensent, qui deviennent des cartilages, puis qu'ensuite on ait une ossification, que les cartilages de croissance permettent la croissance des cartilages, principalement du côté diaphyse, tout ça c'est un mécanisme de morphogénèse, ça permet de mettre en place la forme des os. Un autre mécanisme dont je dois vous parler, c'est cette apoptose. Pour que les doigts s'individualisent, il faut non seulement qu'il y ait des doigts qui grandissent, mais il faut que la zone qui est entre les doigts, à partir de la palette que formait l'autopode sur l'embryon, il faut que les zones interdigitées disparaissent. Le moyen par lequel elles disparaissent, c'est une mort cellulaire programmée des cellules qui se trouvent entre les futurs doigts. Par exemple, sur un embryon de poulet. C'est la ligne du bas. Nous avons le bourgeon du membre qui grandit et nous voyons à la troisième image que entre les futurs doigts, il y a des zones interdigitées qui vont lancer des programmes de mort cellulaire pour détruire des tissus entre ces doigts-là et qu'on ait à la fin des doigts qui soient bien individualisés. Là, il s'agit de la patte du poulet, donc le membre postérieur. A l'inverse, qu'est-ce qui se passe sur le canard? Le canard, comme vous le savez tous, c'est un palmipède et entre ses doigts, il subsiste une zone de peau qui lui permet la natation.
Au point de vue embryologique, ça veut dire que la zone entre les doigts ne doit pas disparaître et doit rester avec un épiderme et un derme présents entre les doigts. Donc le mécanisme de morphogenèse est sans doute un peu différent entre les deux oiseaux. L'expérience consiste à prendre des cellules d'un bourgeon de pattes de poulet et à les greffer sur un bourgeon de pattes de canard au même moment et au même endroit. Au même moment, c'est-à-dire à un même stade de développement embryonnaire. Si on intervient suffisamment tôt, les cellules que l'on prélève chez le poulet vont s'intégrer dans le bourgeon du canard et vont se développer tout à fait normalement et participer, par exemple, à la palmure des doigts. Si on intervient trop tard, on prend des cellules qui sont déjà en mort cellulaire programmée, effectivement, elles continuent de mourir et la greffe échoue. Plus intéressant, si on intervient entre ces deux moments-là, un moment où les cellules ont l'air morphologiquement normales, mais juste avant qu'ils deviennent trop tard. Ces cellules ont l'air morphologiquement normales, elles n'ont pas commencé l'apoptose, leur ADN est parfaitement intègre. Donc la mort cellulaire programmée n'est pas commencée. On les greffe sur la même zone équivalente d'une patte de canard au stade équivalent de développement embryonnaire. Ces cellules sont donc au milieu de cellules qui vont participer à la palmure de la patte, et pourtant ces cellules qui viennent du poulet vont, peu de temps après, rentrer dans un programme de mort cellulaire programmée. Elles avaient déjà été induites, elles avaient déjà été programmées à entrer en apoptose. Donc l'apoptose, c'est bien un processus qui peut être programmé par l'environnement dans l'embryon de poulet. Les cellules intègrent ce programme et le déclenchent un tout petit peu après, où on est intervenu avant. On les met dans un environnement normal, mais c'est trop tard, ces cellules ont été induites à rentrer en apoptose. Elles rentrent en apoptose. Donc l'apoptose, c'est un mécanisme qui sert aussi à l'embryon pour sa morphogénèse. Il ne s'agit pas seulement de faire grandir le bourgeon du membre, il s'agit aussi d'élaguer, d'enlever des zones grâce à cette mort cellulaire programmée que vous avez vue en biologie cellulaire ou que vous allez voir en biologie cellulaire. En ce qui concerne la formation des os, pourquoi est-ce que le poulet a 3 doigts? Pourquoi est-ce que l'homme en a 5? C'est un vaste problème d'évolution et les gens s'y sont attachés en parlant d'un archétype, c'est-à-dire que l'on descend tous d'un premier tétrapode qui serait un amphibien qui est sorti des eaux, à partir des premiers poissons. Et on s'est aperçu que généralement tous les tétrapodes avaient 5 doigts ou moins, un océlos ou stylopode, 2 os ou zeugopodes, etc. On en a donc conçu un schéma que je vous avais présenté au début du cours, qui était un archétype, arché pour ancien et type pour idéal, un archétype, un idéal de membre chiridien, donc membre à 5 doigts, qui était celui des, ou qui serait celui des premiers tétrapodes, et puis qui aurait évolué jusqu'à donner celui de l'homme, avec une petite modification ici sur le nombre d'os au niveau du carpe, ou celui des oiseaux avec une grosse réduction des os du carpe et seulement 3 doigts pour les oiseaux. Mais à comparer ainsi l'anatomie des animaux adultes, on avait de gros problèmes pour déterminer qui était l'homologue de quoi et pour comprendre comment se marchait l'évolution. Schubin et Alberch, en étudiant des embryons de tétrapodes, ont proposé une autre alternative qui consistait à non pas comparer les adultes, mais à comparer comment se faisait le développement embryonnaire des membres de tous les tétrapodes. Comment se mettaient en place ces ébauches de cartilage selon cette fameuse séquence proximo-distale dont je vous ai parlé. La progression proximo-distale est la règle depuis les amphibiens jusqu'aux mammifères et aux oiseaux. Mais il y a des petites subtilités. Ils se sont aperçus, en particulier sur tous les embryons d'amphibiens et de reptiles, que la séquence d'apparition était très particulière. Il y avait certes une première ébauche, celle du stylopode, humérus ou fémur. Puis distalement à cette ébauche se formaient 2 ébauches. Il y avait donc une bifurcation. Mais ils se sont aperçus que distalement au radius, on n'avait jamais de bifurcation, alors qu'il y en avait une distalement à l'ulna. Et en regardant dans les os du carpe, et là c'était un petit peu plus difficile, un petit peu plus subtil, cette règle-là se poursuit. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul axe sur lequel les ébauches donnent distalement 2 ébauches. Il n'y a qu'un seul axe qui se bifurque. Tous les rameaux qui partent n'ont plus de bifurcation. Et toutes les bifurcations ont lieu du côté antérieur du bourgeon du membre. Ils ont donc dit que chez tous les embryons, en tout cas ceux qu'ils arrivaient à observer facilement, selon ce point de vue-là, c'est-à-dire amphibiens et reptiles, il y avait un axe principal, qu'ils ont appelé l'axe métaptérygien, méta pour principal, et ptérygien parce qu'il vient de la nageoire. Ptérygien, c'est la nageoire, il vient de la nageoire des
poissons qui sont à l'origine des tétrapodes. Cet axe métaptérygien passe par un os important qui est l'humérus, d'accord? L'ulna, là c'est un scoop parce que généralement chez tous les animaux, le radius est plus gros que l'ulna. Mais ils ont dit que du point de vue embryologique, c'est l'ulna qui est le plus important. Puis l'os qui est au bout de l'ulna, etc. jusqu'à cette arche qui est la deuxième rangée des carpes. Donc cet axe principal donne lieu, d'ébauche cartilagineuse, donne lieu à des bifurcations qui se font toujours du côté antérieur. La première bifurcation donne le radius. Sur les bifurcations, il peut y avoir différents os qui se mettent en place, un os distalement au radius, etc. Et ces bifurcations sont donc toutes du côté antérieur. Sauf pour les doigts. Et les doigts correspondent à des bifurcations qui, elles, sont faites de l'autre côté, des bifurcations qu'on appellera donc du côté postérieur, du côté post-axial. Donc, Shubin et Alberch se sont aperçus qu'il y avait une sorte de règle, on ne parle pas encore de mécanisme, mais de règle selon laquelle apparaissent les ébauches de cartilage chez les amphibiens, chez les reptiles, c'est net, on le voit. Chez les hommes, par exemple, c'est beaucoup plus difficile à voir cette progression-là, et chez tous les mammifères et tous les oiseaux, c'est beaucoup plus difficile à voir. Mais on va partir du postulat que le mécanisme a peut-être été modifié, mais qu'à la base, il reste le même, et que l'ordre dans lequel se forment les ébauches de cartilage, c'est la règle la théorie qu'ont émise Shubin et Alberch, c'est-à-dire celle d'un axe principal qui serait dérivé de la nageoire principale des poissons. Le long de cet axe principal ont lieu des bifurcations préaxiales, par exemple pour mettre en place en avant le radius, en avant de l'ulna, puis les os du carpe, etc. L'axe principal passe donc par le stylopode, puis l'ulna, puis l'arche des carpes distaux, ou l'arche des tarses distaux, si on est au niveau du membre postérieur. Et il y a des bifurcations post-axiales uniquement au niveau des doigts. Cette origine embryologique différente des doigts, qui a été première fois mise en exergue par Shubin et Alberch, nous la retrouvons dans quelques diapositives. Donc vous avez cette évolution qui est remontée sur le cartouche de droite, à savoir chez Eusthénoptéron, c'est un poisson osseux qui serait à l'origine des tétrapodes. Ne retenez pas le nom de Sténoptéron, c'est pas la peine. L'axe principal était encore droit, dans cette nageoire qui commençait déjà à lui servir d'appui sur les fonds des eaux peu profondes. Et cet axe a été modifié pour donner l'axe des tétrapodes, qui eux ont développé des doigts d'un côté et les bifurcations préaxiales de l'autre. Cet axe a été complètement modifié. Il ne faut pas rechercher la nageoire de Sténoptéron, ce n'est pas la forme de la nageoire des poissons classiques que l'on retrouvera par exemple dans notre assiette, comme Danio rerio, qui est le poisson zèbre, ou comme la truite ou le saumon que vous pourriez avoir dans votre assiette. Donc, les poissons osseux, l'immense majorité des poissons osseux que l'on connaît actuellement, ont eux aussi évolué à partir d'un poisson primitif. Et le poisson primitif, dont un exemple approchant, c'est ce Eusthénoptéron, dont il ne faut pas retenir le nom, eh bien, chez ce poisson primitif, l'axe a été modifié pour donner cet axe métaptérygien dont on parlait Shubin et Alberch. En ce qui concerne ces doigts, il y a une chose qui effectivement est complètement différente dans la formation des doigts entre la formation des doigts et la formation des rayons qui sont dans les nageoires des poissons. En A, dans cette diapositive, vous avez la formation de tous les os du membre d'un tétrapode, avec la crête apicale ectodermique, la zone de progression qui met en place progressivement stylopode, zygopode et autopode. En rouge est souligné l'axe métaptérygien d'après la théorie de Shubin et Alberch. Tous ces os-là ont une origine endosquelettique, c'est-à-dire que c'est d'abord du cartilage, puis ensuite de l'os. Chez un poisson osseux actuel, il y a aussi une crête apicale ectodermique et une zone de progression. Mais l'existence de la crête apicale ectodermique est assez courte. Je considère qu'une première partie du développement de la nageoire. Après, le relais est pris par un repli ectodermique qui est orienté à 90 degrés par rapport à la crête apicale ectodermique. C'est pour ça que là, on le voit en coupe, alors qu'on voyait la crête apicale comme un croissant. Donc chez les poissons, la zone de progression est active au tout début, puis ensuite elle cesse d'être active. Il y a un repli ectodermique qui se fait, et dans ce repli ectodermique, dans le derme de ce repli, se fait une ossification dermique, mettant en place un squelette qu'on appelle un squelette dermique. C'est le même type de formation que pour l'os de la scapula chez nous. Et donc dans ce squelette dermique, c'est ce squelette dermique qui va donner les rayons osseux des nageoires. Donc on voit que d'un point de vue histologique et aussi embryologique, il n'y a pas
d'homologie entre les doigts de nos mains et les doigts de tous les tétrapodes et les rayons osseux des nageoires des poissons. Deuxième point qui montre la différence entre les doigts et les nageoires. Nous allons voir un troisième point qui sera confirmé par les gènes homéotiques très bientôt. Je vous avais parlé de la nature qui était une bricoleuse qui réutilisait par exemple les gènes wingless et engrailed, du moins leurs homologues, qui étaient présents chez la drosophile, pour faire autre chose dans le bourgeon du membre. De la même façon, les gènes homéotiques, certains gènes homéotiques, sont réutilisés et réexprimés dans le bourgeon du membre. Donc ils servaient à mettre en place l'axe antéro-postérieur des embryons de tous les animaux, et chez les tétrapodes, et chez les poissons aussi, ils sont réexprimés dans le bourgeon du membre qui va donner soit le membre, soit la nageoire. Tout d'abord, OXD9 est le premier à s'exprimer. Quand le bourgeon est très petit, OXD9 s'exprime dans la région postérieure de l'embryon, du bourgeon du membre. Au fur et à mesure que le bourgeon du membre grandit, le domaine d'OXD9 couvre pratiquement tout le bourgeon du membre. C'est ce qui vous est montré dans la diapositive avec la couleur jaune, puis rouge, puis brune, puis marron. En fait, toutes ces zones-là correspondent à de l'expression de OXD9. OXD10, par contre, s'exprime un tout petit peu plus tardivement dans le bourgeon du membre. Et au fur et à mesure que le bourgeon du membre grandit, le domaine d'expression de OXD10 ne couvre qu'un sous-ensemble du domaine de OXD9. Et vous voyez qu'il est plutôt distal et postérieur par rapport à OXD9. Donc, OXD10 s'exprime partout, sauf dans la zone jaune. Toute la zone orange, rouge, brune et marron, il y a OXD9 et OXD10. Etc. jusqu'à OXD13, qui est en temps le dernier à s'exprimer et dans l'espace le plus restreint au niveau distal et postérieur. Donc quand je regarde à un instant T, les domaines d'expression des 5 gènes D9 à D13, ils s'emboîtent les uns dans les autres comme des poupées russes. C'est ce qui vous est montré dans ce schéma-là. Il s'agit d'une photo à un instant T et on voit que les 5 domaines sont différents. D13 a le domaine le plus restreint et D9 a le domaine le plus grand. D9 s'est exprimé le premier, D13 est le dernier à s'être allumé, entre guillemets. On a donc ici dans le bourgeon du membre, là encore, une règle de collinéarité spatiale et de collinéarité temporelle. Ce n'est pas la même que celle qu'on avait vue en ce qui concerne l'axe antéro-postérieur, mais on a toujours une relation entre le moment où s'exprime un gène homéotique dans le bourgeon du membre et sa position sur le chromosome. Les gènes sont rangés selon l'ordre de leur numéro, c'est comme ça qu'on les a nommés, 9, 10, 11, 12, 13. Et dans l'espace, eh bien, celui qui a le domaine le plus grand, c'est D9. Celui qui a le domaine le plus petit, c'est D13. Et dans le temps, il y a aussi cette collinéarité, puisque D9 a été le premier à être exprimé par le bourgeon du membre, et D13 le dernier. Donc il y a une collinéarité spatiale et temporelle entre la position sur le chromosome et l'expression dans le bourgeon du membre. Maintenant, est-ce que les gènes homéogènes s'expriment dans le bourgeon du membre seulement pour faire joli ou par accident, ou est-ce qu'ils ont un véritable rôle? Eh bien, nous allons voir dans l'expérience qui est décrite ici, ce qui se passe sur l'expression des homéogènes quand on fait une duplication en miroir de l'autopode. Les dessins les plus à gauche. En B et en C, on voit un bourgeon du membre normal, on a redéfini les axes antéro-postérieurs, proximo-distal, et en C, on vous montre qu'on va greffer une bille imprégnée d'acide rétinoïque à la concentration indiquée et qui n'est pas à retenir, qu'on greffe cette bille en région antérieure du bourgeon du membre. Vu ce que je vous ai dit, vous savez ce que l'on va obtenir. Ce que l'on obtient, c'est ce qui est dans la partie de droite du dessin. C'est-à-dire que pour l'embryon qui n'a pas été opéré, on obtient un membre normal à la naissance avec un numérus, radius ulna, et un autopode normal avec 3 doigts nommés ici 2, 3, 4. Et sur le membre qui a été opéré, on obtient à la naissance du poussin un stylopode zygopode à peu près normal et un autopode qui a été dupliqué en miroir. Voilà ce que l'on sait de la duplication en miroir de l'autopode. Qu'en est-il de l'expression des gènes homéotiques? Donc l'expérience a été faite de la même façon, mais au lieu d'attendre que le poussin éclose, on a prélevé l'embryon, on a tué l'embryon quelques jours après l'expérience pour voir où s'exprimaient les gènes homéotiques. Sur l'embryon non opéré, c'est la ligne du milieu, on voit le domaine de OXD13 qui est plus petit que celui de D12, plus petit que D11, que D10 et que D9. D'ailleurs, le domaine de D9 est tellement grand qu'il couvre pratiquement tout le bourgeon du membre. Ça correspond en éclaté
au schéma qui avait été donné à la diapositive précédente, avec les domaines qui sont progressivement de plus en plus petits pour des 13 et centrés du côté distal et postérieur. Si on greffe une bille d'acide rétinoïque de façon ectopique en région antérieure, mais c'est la même chose si on fait une greffe de billes imprégnées de Sonic Hedgehog ou toute autre expérience qui permet de créer une activité polarisante en région antérieure, à chaque fois on obtient une duplication aussi du domaine d'expression des gènes homéotiques. Alors pour des 9, 2 fois la totalité, ça vous fait toujours la totalité du bourgeon du membre, mais à partir de D10 puis jusqu'à D13, on voit bien que ce patron normal a été dupliqué en miroir. Quand on fait une expérience de duplication en miroir qui donne des malformations des doigts, ces gènes homéotiques ont aussi un patron d'expression perturbé, ce qui suggère que ce sont vraiment des acteurs de cette malformation. Ils participent à la morphogénèse normale des doigts ou anormale des doigts dans le cas d'expériences d'embryologie comme celle-ci. Il y a d'autres expériences qui corroborent ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vraiment les gènes homéotiques agissent sur la morphogénèse des doigts. On a surexprimé les gènes homéotiques tout seul, sans passer par la greffe de ZPA. On a obtenu des duplications, pas aussi fortes, mais on en a obtenu aussi. Donc les gènes homéotiques participent à la morphogénèse des doigts. Ça veut dire que entre le moment où les axes sont définis par exemple, l'existence de cette zone d'activité polarisante ou de la crête apicale ectodermique, et le moment final, à la naissance de l'embryon, où on obtient des doigts qui sont ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire 3 doigts pour un poulet ou 5 doigts pour l'homme, les gènes homéotiques sont activés et jouent un rôle. Le pourquoi du comment de ce rôle, on ne connaît pas tout. C'est l'objet de recherche. Mais on a déjà une idée de choses qui sont très différentes dans les gènes homéotiques entre ce qui se passe chez un poisson et ce qui se passe chez un tétrapode. Le poisson, ici, ce sera le poisson zèbre, qui est le modèle en embryologie des poissons osseux, et le tétrapode, ce sera la souris, Mus musculus, un autre modèle en génétique et en embryologie. Regardons de gauche vers la droite ce qui se passe. Tout d'abord, chez le poisson zèbre, un bourgeon de membre très jeune, OXA11 et OXD11, s'expriment dans le bourgeon du membre. Alors, le domaine n'est pas le même pour un gène et pour l'autre. Les différences ne vous intéressent pas, c'est juste une illustration, ne les apprenez pas exactement par cœur. Mais on voit que grosso modo, les domaines sont centrés plutôt distalement et plutôt postérieurement. Donc là, ça veut dire que sur ce dessin-là, je ne l'ai pas orienté, mais les bourgeons sont vus avec le côté postérieur à droite et le côté antérieur à gauche. Et puis l'axe proximo-distal, vous avez deviné, proximal en bas, distal en haut. Laissons ces embryons grandir avec les bourgeons des nageoires grandir. La crête apicale disparaît sur un poisson et on voit apparaître le repli ectodermique qui met en place les rayons osseux. Qu'en est-il de la partie mésenchymateuse où il y avait l'expression des gènes homéotiques? Eh bien, on voit que les gènes homéotiques sont bien exprimés dans la partie mésenchymateuse et vont participer à la formation des pièces basales des nageoires des poissons. Fin de l'histoire en ce qui concerne le poisson. En ce qui concerne la souris, sur un bourgeon jeune, alors là, l'orientation, on a le côté postérieur en bas, le côté antérieur en haut, et proximal à gauche, distal à droite. On voit les domaines d'expression de A11 et D11 qui là ont l'air fort similaires et centrés postérieurement et distalement. Ce que je vous avais dit jusque-là. Quand on voit un stade d'embryon qui est un petit peu plus tardif, là, il y a quelque chose qui est tout à fait nouveau. On ne suit plus cette fameuse règle de collinarité spatiale et temporelle. Parce qu'il y a une sorte de zone, distalement, dans le bourgeon du membre, qui se comporte de façon différente. Cette zone distale, c'est celle qui va mettre en place l'autopode, donc quelques carpes, mais surtout les métacarpes et les doigts. Et dans cette zone distale, eh bien, certains gènes homéotiques ne s'expriment pas, par exemple A11, et d'autres, comme D11, s'expriment dans un deuxième domaine. L'interprétation de ceci, c'est que la règle de collinarité spatiale temporelle dont je vous avais parlé il y a 2 ou 3 diapositives, s'applique pour ces régions que l'on a en commun avec les poissons. Ça correspond aussi, selon la théorie de Shubin, au segment où il y a des bifurcations préaxiales. Là, les gènes homéotiques jouent le rôle que je vous ai dit et participent à la morphogénèse et on a des bifurcations préaxiales. En ce qui concerne la morphogénèse des doigts, c'est quelque chose de tout à fait nouveau entre les poissons et les tétrapodes. C'est quelque chose de propre aux tétrapodes. Dans cette région-là, les gènes homéotiques soit ne s'expriment pas, soit sont recrutés à nouveau et ont un deuxième domaine d'expression.
Et là, il participe, puisque c'est ce qu'on a vu avec la duplication en miroir, effectivement, à la morphogénèse de l'autopode. Mais l'autopode, visiblement, c'est une deuxième région à part. Dans le bourgeon du membre, c'est une région à part, puisqu'elle n'est pas propre, embryologiquement, elle n'est pas commune aux poissons. On y recrute les gènes homéotiques, enfin que certains, dans un deuxième temps. Et puis, d'un point de vue règle, ou ce que l'on observe dans la formation des ébauches, eh bien, c'est des bifurcations préaxiales tant qu'on est dans stylopode, zygopode, et ce sont des bifurcations post-axiales pour les doigts. Donc le mécanisme est nettement différent. On ne connaît pas encore ce mécanisme complètement, mais on a beaucoup d'éléments qui nous disent qu'il est différent. Que se passe-t-il si on inactive un gène OX-D13 chez la souris? Alors, en ce qui concerne les numéros, on a vu que les OX D9 à D13 étaient exprimés dans le bourgeon du membre. Il y a aussi les gènes OX A9 à A13, mais pas les autres. Donc, retenez simplement que quels sont les gènes qui s'expriment dans le bourgeon du membre? Ce sont des gènes, certains gènes homéotiques, avec des gros numéros, donc des gènes postérieurs, selon l'axe antéro-postérieur. Donc, en l'occurrence, c'est A9 à A13 et D9 à D13. Mais si un jour je vous dis que c'est OX1 qui s'exprime dans le bourgeon du membre, vous direz non, c'est faux, c'est plutôt les postérieurs. Mais ne retenez pas exactement les vrais numéros. En ce qui concerne ceux qui s'expriment dans la zone qui va devenir les doigts, alors il y a par exemple D11, mais pas à 11, il y a aussi D13 qui s'expriment. Ne retenez pas lesquels s'expriment et lesquels ne s'expriment pas. Sachez simplement que tous ceux qui sont dans le bourgeon du membre ne s'expriment pas automatiquement dans l'autopode. Seuls certains sont gardés dans l'autopode, sont réutilisés dans l'autopode. Seuls certains. En l'occurrence, OXD13. OXD13, quand on inactive ce gène sur les souris, qu'est-ce que l'on observe? Vous avez ici des squelettes de souriceaux nouveau-nés. Le cartilage a été colorié en bleu, les os ont été coloriés en rouge. Vous avez à gauche l'ossification normale d'un souriceau nouveau-né à sa naissance, c'est-à-dire quelques heures après la naissance. Alors, ce qui n'est pas en bleu et qui se devine, c'est du cartilage qui n'a pas été bien coloré parce que le colorant ne peut pas diffuser parfaitement. Donc, imaginez que tout ce qui n'est pas rouge intense, c'est du cartilage, que ça soit vraiment bleu ou que ça soit légèrement rosé. En ce qui concerne le squelette de la souris mutante, on voit quelques différences. Cela peut paraître anodin. Par exemple, on voit qu'au niveau des phalangines, eh bien, la partie ossifiée est un petit peu plus réduite. On voit au niveau du doigt numéro 5 qu'il y a un segment qui manque. Ça peut paraître anodin, sauf que je vous ai dit que chez l'homme et chez tous les tétrapodes, y compris la souris, le patron d'ossification est extrêmement régulé et qu'il n'est pas différent ou très très peu différent d'un individu à l'autre. Donc les variations que l'on voit là sont quelque chose de reproductif et de significatif. On a des retards localisés de l'ossification. Le malheur, c'est que si on inactive d'autres gènes homéotiques, à ce moment-là, il y a carrément des doigts complets qui disparaissent. Mais on voit qu'en touchant les gènes homéotiques, on touche à la morphogénèse et à la séquence d'ossification des os, du carpe ou des doigts. Et ça, c'est probablement, là c'est qu'une hypothèse, un moteur par lequel l'évolution nous a permis de passer, par exemple, du membre de l'homme avec 5 doigts à un membre à 3 doigts pour le poulet ou un seul doigt pour le cheval. On n'en a que des hypothèses, mais c'est vraiment des candidats pour expliquer l'évolution. Enfin, je n'ai pas fait jusqu'à présent dans le cadre de ce cours d'application sur la pathologie, les malformations qu'il peut y avoir en embryologie humaine. Je fais juste une exception ici parce que les gènes homéotiques, on a eu beaucoup de mal à les étudier parce qu'il fallait créer les mutants. On n'avait pas de mutants naturels ni chez les souris ni chez les oiseaux, le poulet. Et on n'en avait pas non plus chez l'homme de malade qui a été déficient pour une maladie génétique humaine liée à un gène OX. Sauf que, très très tardivement, on a enfin découvert une maladie indienne où il y avait une mutation du gène uniquement OXD13. Donc, ce qui réillustre de façon peut-être plus flagrante que le retard d'ossification chez la souris, mais chez les humains, donc dans la famille humaine que l'on a trouvée, où le gène OXD13 était muté, il y a des malformations des doigts, c'est des polydactylies et avec fusion des os. Donc sympolydactylie pour fusion et polydactylie pour présence de plusieurs doigts, de doigts surnuméraires. Donc là, en l'occurrence, vous voyez des mains où vous avez des fusions des doigts. Voilà, donc pour montrer que le gène OXD13 intervient bien réellement dans la formation des doigts, on en a les deux preuves ici. Voilà, ainsi se termine ce cours sur la morphogénèse du membre de l'homme et des tétrapodes. Je vous remercie de votre attention.